Cette voix nous vient du désert, de l'Afrique, et se répercute jusque sur les berges de la Vézère, rivière du Périgord, que François Augiéras sacralisera en lui conférant un caractère magique autant que protecteur. Deux images extrêmes sur une trajectoire, celle d'un homme violemment inspiré, tendu de toutes ses forces vers l'univers, et qui cherche aussi l'apaisement et la plénitude de l'âme. Le Périgord est avant tout un pays de falaises, sous l'auvent desquelles s'abritèrent les hommes d'avant l'histoire, qui inventèrent un art sacré et propitiatoire. Au cours des siècles, les lieux de culte se succèdent, mais la pierre reste le trait d'union. L'église de Saint-Amand-de-Coly, pour avoir un porche démesuré, reste plus attachée à la terre qu'élancée vers le ciel. Comment pourrait-on présenter l'œuvre d'Augiéras à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas? Est-ce possible? Une première idée s'impose, c'est que l'œuvre d'Augiéras et sa vie sont absolument liées. Il n'a écrit qu'après avoir vécu des aventures. Et ces aventures ont divers pôles. Il y a le Sahara, il y a le Mont Athos et également le Sarladé, le Périgord où nous sommes actuellement. Et pour chacune de ces grandes régions, à chacune de ces grandes régions correspondent des livres. Je pense que c'est l'idée essentielle pour comprendre son œuvre. C'est une expérience qui est transposée sur le plan littéraire. Alors bien sûr, des livres, Le Vieil à l'enfant, toute une série de livres qui ont permis de mettre au point l'œuvre définitive. Le Voyage des morts, Une adolescence au temps du maréchal, L'apprenti sorcier, Le Voyage au Mont Athos et enfin l'œuvre posthume d'Homme au lycée d'occupation. Les inédits existent, mais enfin assez peu. Assez peu. C'est une œuvre essentiellement littéraire, mais aussi picturale. Ah oui, alors de ce côté-là, je pense que jusqu'à présent, on n'en a pas parlé parce qu'elle est presque totalement ignorée, mais dans la vie d'Augiéras, la peinture a occupé souvent une place au moins aussi importante que la littérature. Et son œuvre peinte est assez importante. Je pense qu'assez rapidement, on pourrait réunir une centaine de tableaux qui ferait, je crois, un ensemble impressionnant de qualité, de poésie. Jeune magicien sortant par le trou de la cheminée et s'élevant dans le ciel à l'aide de son bâton magique. En 1952, à la suite d'un incendie, un instituteur natif de la région s'installe dans une maison à flanc de rocher, surplombant un vaste cirque naturel. Ce sont les Aisies de Taillac, dans la région du Sarladais, qu'on appelle aussi Périgord noir. Il se nomme Paul Placet et partage avec Augiéras un goût sans borne pour la liberté. Une même capacité d'émotion devant le spectacle de la nature, d'une nature encore vierge réunit les deux hommes. Placet, aux Aisies de Taillac, est trop heureux de ce nouvel abri pour ne pas vouloir en faire profiter son ami. J'ai loué une maison dans les rocs, écrit-il, à l'écart du village. Un sentier un peu abrupt n'est pas pour t'effrayer, aussi j'attends ta visite quand tu voudras. C'est ce même chemin que nous faisons aujourd'hui, précédé de celui qui fut l'hôte et l'ami fidèle. Ce court trajet est pour nous d'autant plus émouvant que cette maison est condamnée et doit être détruite pour faire place à l'agrandissement du musée des Aisies. Oui, alors je crois qu'avant de dire autre chose, un moment d'émotion, en reconstituant l'espèce de petit piédestal pour le micro, deux choses chères à Augiéras, les pierres, la manipulation des pierres et également la manipulation des morceaux de bois. En 50, il y avait une passion, presque une idolâtrie
pour ce qui touchait aux Indiens d'Amérique du Sud. Et ce petit bâton, c'est déjà tout un rappel d'image, de passion de l'époque. Je crois qu'Augiras a trouvé ici, à partir de cette maison, deux obsessions qu'il portait en lui qui n'étaient pas clairement définies. Et ces deux obsessions, c'est le fait qu'il était absolument persuadé avoir vécu, avoir un passé extrêmement ancien, un passé qui vraiment s'enracinait dans la préhistoire. Ici, il était aux premières loges de la préhistoire. Et également que sa destinée ne s'arrêtait pas là, que sa destinée avait une espèce de continuation, de poursuite vers l'espace. Et ici, ce cirque, c'était pour lui à la fois la présence, une espèce de permanence de l'homme et également un appel vers l'espace. Il suffit de regarder la ligne des collines. Je vous disais tout à l'heure que cette ligne, c'était sans doute l'espèce de démarcation entre la Terre et le ciel. Et le ciel pour lui, l'univers, l'espace et d'autres aventures, bien sûr. J'imagine qu'il a peint ce panorama que nous voyons devant nous. Oui, non, il l'a peint, mais jamais d'une manière très fidèle ni très réaliste. Il le peignait à travers son imagination, à travers ses recherches de lignes. Ce n'était jamais une copie, de même que ces livres ne le sont pas davantage. Vous disiez au tout début l'importance qu'avait la roche et le bois pour Augiras. Est-ce que j'aimerais que vous nous précisiez un peu ce qu'il en était pour lui? La roche, oui. Le bois, non. Je pense que c'était le fer. Je pense que là, si j'ai parlé de bois, bon, c'est peut-être à cause des Indiens, mais c'était essentiellement la roche et le fer. Alors la roche ici, en Périgord? Oh, mais la roche, elle est absolument partout, et la roche, surtout, lui, le séduisait sous la forme de la falaise. La falaise qui était, je pense, pour lui, une espèce de forme primitive de la vie. Une falaise naissant des eaux de la Vézère, une falaise descendant des sommets avec le revêtement de forêt. C'était une espèce d'image, une autre forme de la vie. Et je pense que pour lui, la falaise était vivante. Il parlait à la falaise, il priait à la falaise, il faisait aussi bien d'autres choses sans doute. La falaise était une forme de vie à la fois élémentaire et venue de l'espace ou dirigée vers l'espace. Oui. Donc c'était une forme, mais c'était aussi une énergie. Ah, c'était l'énergie, cette maison-là. Bon, il avait voulu tout spécialement que son lit soit plaqué contre la falaise et il sentait les lignes d'énergie, les lignes de force sortant de la falaise. Ça, il avait besoin pour dormir d'avoir son corps dans une position bien déterminée et son corps était bien quand il était vraiment plaqué à la falaise. La science l'intéressait, surtout la science futuriste. Enfin, la science l'intéressait. Mathématiques également. Mathématiques, la géométrie, beaucoup plus que l'algèbre. La géométrie parce que c'était les formes, c'était les lignes, c'était la pyramide, c'était le cube. Et c'était également bon, les lignes tracées par les avions dans le ciel, les courbes, qui le passionnaient beaucoup. C'était donc tout à la fois la géométrie en quelque sorte naturelle et la géométrie créée par les hommes. Est-ce qu'il voyait comment dire, un point de convergence entre les deux? Je pense que pour lui, il logeait absolument partout dans la nature, il logeait derrière les formes une vie difficile à définir, mais enfin la roche, les arbres étaient des choses vivantes, étaient des entités avec lesquelles il essayait d'établir le contact. Donc on ne peut pas parler pour lui, bon, la falaise, c'était une forme de vie. Les arbres aussi peut-être, non? Les arbres également, et la passion d'Augiras, ici à Font-de-Gomme, à quelques 2 ou 3 kilomètres d'ici. Augiras, pris par sa passion des arbres, en avait planté en Pentagone. Il allait leur rendre visite, les arroser peut-être, je ne sais pas. Les nuits de lune, il aimait beaucoup retrouver finalement ces 5 arbres qui reconstituaient pour lui une sorte de temple de la nature, de temple nocturne, beaucoup plus que solaire. Le Sarladais est un pays des plus sauvages, à la végétation dense et drue. Il fut longtemps pays de magiciens et de sorciers. Cet aspect des choses aimantait l'imagination d'Augiras et allait lui fournir une grande partie de son inspiration. Ce lieu vous rappelle un livre d'Augiras, plus particulièrement? Oui, et celui que j'aime entre tous, L'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, à mon avis, est vraiment le livre par excellence et qui présente sans doute d'une manière parfaite l'homme Augiras. Nous sommes ici dans un petit village, dans le Sarladais comme celui-ci, il y en a sans doute une bonne centaine, un tout petit village, 4 ou 5 maisons qu'on traverse tout de suite, presque sans s'en apercevoir, une petite chapelle, quelques maisons paysannes, beaucoup de ruines, la présence de la rivière dans notre dos. Je pense que les forêts qui nous environnent, le bruit des cigales,
l'intensité de la chaleur, les vipères ou les serpents, les couleuvres dans les herbes. Ici, on a pratiquement la synthèse de ce paysage cher au Giras et qu'il a utilisé. Alors évidemment, ce n'est pas d'une manière absolument précise ce village. L'église est plutôt celle des Aizis. La rivière, c'est la rivière de son choix, c'est plutôt la Vézère. Enfin, on a ici la synthèse de l'ensemble. Un autre aspect m'a retenu, c'est sa méditation sur la mort qui est assez constante dans ses œuvres. Est-ce que c'était la même chose, je suppose, dans sa vie? Et comment envisagez-vous ce rapport qu'il avait avec la mort? Là encore, très difficile. Là, je pense que c'est davantage littéraire, davantage philosophique, et venant sans doute d'une profonde estime, d'une profonde connaissance de l'histoire de l'Égypte. Enfin, pourquoi je pense à la mythologie de l'Égypte, je pense au rite de la mort chez les Égyptiens. Je pense que c'est surtout là qu'on pourrait trouver la clé, une clé permettant de pénétrer et de comprendre la pensée d'Augiras à ce sujet. Osiris, pour lui, était vraiment le dieu des morts et également l'entité absolue au point de vue connaissance de l'univers, de l'autre univers. Est-ce que c'est également dans ces sources-là qu'il faut attribuer cette association qu'il fait entre la mort et le fleuve? Je pense à 2 ou 3 livres, je pense à L'Apprenti sorcier, où il relate un épisode d'épreuve de la mort qui passe par le fleuve, qui passe par la Vézère. Également Le Voyage des morts, qui se termine sur un chapitre intitulé Le fleuve, où il dit, je cite de mémoire, le grand fleuve des morts au paradis des arbres se défleure, et à beaucoup d'autres textes. On dirait que le fleuve et la mort étaient chez lui des thèmes intimement liés. Je pense le fleuve dans la mesure où c'est vraiment un courant de vie. Et dans sa pensée, la mort est une autre forme de vie. Pour lui, il n'a jamais douté un instant de la survie de son âme. À aucun moment de sa vie, Augiras n'a pu douter qu'il y avait une autre vie, une seconde vie, d'autres vies au pluriel qui l'attendaient. Et le fleuve, je crois, est pour lui l'espèce de courant, l'espèce de veine qui parcourt la terre et qui permet précisément de charroyer, de transporter les âmes et vers d'autres aventures. François Augiras est né le 18 juillet 1925 à Rochester, aux États-Unis. Son père, Pierre Augiras, meurt 2 mois avant sa naissance. Il s'était marié 10 ans plus tôt avec Suzanne Marie Kaczynska. De sa mère, Augiras ne retiendra que ses origines slaves. C'est avec celle-ci qu'il retourne en Europe en 1925 pour s'établir à Paris, au 61 rue du Cherche-Midi, jusqu'en 1933. Le seul trait marquant, lucide, intéressant de ma première enfance fut cette horreur de Paris. Qu'on me comprenne bien, une durable haine qui ne passera pas. En 1933, il s'installe à Périgueux, où sa famille est originaire. C'est un adolescent lors de l'occupation allemande. Le régime de Vichy, sous l'égide du maréchal Pétain, prône le retour à la terre. Il passe par divers mouvements de jeunesse, auxquels il n'adhère qu'un temps. Pour lui, c'est le temps du vagabondage, des premières communions avec les forêts et les astres. Ces années seront décisives dans la formation de sa sensibilité. Je voulais profiter des événements sans m'y lier vraiment. Une fois prise cette décision de prudence, il n'en restait pas moins que le temps du maréchal me paraissait favorable à un essai pour revenir aux sources, pour retrouver la nature et les secrètes forces du monde. Mes espoirs tendaient de ce côté qui me semblait l'avenir. En 1944, il part pour l'Afrique du Nord. D'Alger, il rejoindra bientôt son oncle, géographe et militaire en retraite, qui vit isolé au cœur du Sahara, dans un bordj transformé en musée fortifié,
à El Golea. Et c'est ici que commence l'aventure de son premier livre, Le vieillard et l'enfant, dont il écrira de multiples versions, dont certaines tirées sur papier de couleur, sur plus d'une décennie. Il se peint sous les traits d'un enfant aux prises avec cet homme, son oncle, tour à tour abusif, incestueux, haï et vénéré. Il prend alors le pseudonyme d'Abdallah Chamba. Écoutons à ce sujet ce que nous en disent le peintre Marcel Lotte et son épouse, qui furent de ses amis. Tous ceux qui l'ont lu à cette époque, Ce vieillard et l'enfant, ça a été un choc quand même. Parce que, et puis qui était Abdallah Chamba? C'est ça, c'est qu'il était assez malin. Était-ce un petit arabe qui... Il avait un petit regard malin, je le revois, ça, ses yeux. Ah oui. Mais alors, si nous voit là-haut, il avait le goût de la dissimulation. Oui, aussi, oui, parce que pourquoi avoir choisi ce nom d'Abdallah Chamba? C'est par jeu, c'est pas pour cacher sa vie secrète ou quoi que ce soit. Seulement, c'était ce truc formidable, Abdallah Chamba. Qui était Abdallah Chamba? Vous savez plus à l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier que François Augiras... Il y avait un petit peu de machiavélisme même. Oui, mais vous savez qu'à l'époque, François Augiras est sorti, c'était au moment de François Sagan. Ah non, ça je sais pas. C'était la même époque. On a parlé le même jour, au même moment, on a parlé de François Sagan et d'Abdallah Chamba. Alors c'est François Sagan, c'était la petite jeune fille bourgeoise qui faisait scandale, et c'est Abdallah Chamba qui est arrivé. Qui était-ce? Est-ce un jeune arabe qui a un niveau comme supérieur, ou est-ce un écrivain, un grand écrivain qui se cache derrière ce nom? Voilà, il y a eu pas mal de doutes à ce moment-là. C'est sur un ton déclamatoire, inspiré de Malraux, dont il a aimé les voix du silence, qu'il lit un passage du Voyage des morts, dans lequel il reprend le thème du vieillard et l'enfant. Le ton est aussi celui du défi, celui d'un homme face à la solitude, au silence et à la mort. Je soupçonnais depuis longtemps ce siècle de me porter en soi le son à nouveau grave et nu de la voix humaine face au monde, un art ouvert sur l'espace. Il était beau que la mienne fumait près d'un homme occupé de préhistoire. De ce désert, une orientation décisive de l'esprit fut envisagée. La voie, libre après la mort des arts et des religions, commence enfin son aventure solitaire et appelle les astres. Une tentative de rachat par la littérature, jamais victoire ne fut davantage proclamée, imprimée activement, une agression certaine. N'est-ce pas dit secrètement aux artistes de mon siècle de vouer, et j'espère vous tuer. De retour en Périgord qu'il peint la plupart de ses tableaux, mais son inspiration reste axée sur l'Afrique. Il tend vers un art sacré qui prend racine dans le plus lointain passé des hommes. L'or de ses tableaux s'inspire des icônes dont il cherche à donner une version moderne. Périgord jusqu'au bord extrême du Sahara, en passant par le mont Athos, on voit ainsi se dessiner l'itinéraire d'un homme dont chaque étape est un jalon sur sa trajectoire spirituelle. Désir de ne jamais trop se fixer dans des habitudes, afin de conserver cette liberté de l'esprit qui caractérise son œuvre et sa vie. Quelles que soient ses errances, c'est au Périgord qu'il retourne et reprend contact avec les forces magnétiques d'une terre chargée d'histoire et de devenir. Avant chaque départ, en un geste rituel, il plante au fond de la Vézère une épée dont il a lui-même forgé la lame. Barbare au sens multiple, c'est-à-dire à la fois dans son apparence physique. Augiras portait souvent des bottes et avait une très grande allure avec une espèce de capote de soldat militaire sanglé à la taille. C'était vraiment l'envahisseur. Barbare également, je crois, souvent dans ses rapports humains. Augiras pouvait être d'une infinie délicatesse, mais aussi d'une assez grande violence. Oui, Augiras avait également ce sens de la généalogie et un sens extrêmement aigu. Il se revendiquait de petite noblesse périgourdine, de grande noblesse polonaise. Enfin, Augiras tenait beaucoup à ce genre de vanité. Il y tenait beaucoup. L'aspect aristocratique d'Augiras est évident pour vous? Il est absolument évident. Il suffisait de voir l'homme. Aujourd'hui encore, il suffit de le voir sur des
Sur des photos, l'homme était extraordinaire dans sa manière de se poster sur les falaises, sur les rochers, dans sa manière de mettre le poing sur la hanche, dans sa manière d'aborder les situations, et même dans sa manière sauvage de prendre l'air, de humer le vent pour savoir la direction à prendre. Enfin, il y avait en lui une espèce de sauvagerie assez remarquable. Un seigneur. Un grand seigneur. Éternel nomade, durant les années 50, il retourne en Afrique du Nord et découvre le mont Athos. Dans le même temps, il collabore à la revue Structure, dont nous parle Marcel Lotte. Il a collaboré à une revue Structure qui avait été faite par Frédéric Tristan et Joël Piton. Parce que Joël Piton est un garçon qui s'intéressait beaucoup au graphisme et qui aimait composer soit des titres de journaux, d'ailleurs il l'a fait, soit des compositions. Et avec Augiras, ça l'intéressait énormément parce qu'Augiras donc a écrit dans Structure, dans les 5 numéros unis qui sont parus. Et il a écrit des textes soit sur la littérature, sur le cosmos, sur Spoutnik et sur le mont Athos. Alors Spoutnik, 1957. Voilà, Spoutnik 1957, pour lui, c'était l'ère numéro 1 de l'ère nouvelle. Alors d'ailleurs, dans certaines de ses lettres, il mettait en 1. En 1. C'était l'année, c'était... Il rétablissait le calendrier Il rétablissait le calendrier à sa manière, en partant de la conquête du cosmos. Un surcroît d'énergie, un excès d'émotions intenses associé à l'abus de café, de tabac et de thé use prématurément une santé exceptionnelle. En 1964, il subit la première attaque du mal qui l'emportera. En marge de la société et sans ressources, il passe d'hôpitaux en hospice, sans pour autant renoncer à ses voyages. En 1969, il séjourne à l'hospice de Dôme, où il écrit ce qui sera son dernier livre, Dôme ou l'essai d'occupation. Dôme n'a pas changé depuis le XVe siècle. Telle porte fortifiée, telle enceinte me semble familière. J'ai déjà vécu dans cette ville, j'en suis sûre. C'est d'instinct, ce matin si bleu, si pur, que mes pas me conduisent à la porte des Combes. Je me demandais donc si François Augiras ne recherchait pas au début de sa vie une sorte de protection, quand il est venu ici, de ces sortes de présences diffuses qui l'accompagnaient, présence de tous les gens qui vécurent par-delà les siècles et qui furent sorciers plus ou moins. Bien sûr, c'est pas une notion très définie. Et protection qu'il recherchait et qu'on pourrait opposer à la population locale, à des habitudes plus bourgeoises et plus matérialistes. Non, je ne pense pas que cette notion de protection comptait encore pour lui quand il a fait ses séjours à Dôme, ses derniers séjours à Dôme. Il y avait eu à ce moment-là une évolution extrêmement nette dans son esprit, dans sa pensée. Au début, oui, jusque vers la trentaine, ses vies antérieures, qui situaient très précisément au XVIIIe siècle, jouaient un rôle important et cette notion de protection a pu jouer à ce moment-là. Mais je pense que vers la fin de sa vie, il y avait des préoccupations très différentes qui, cette fois-ci, le tournaient résolument vers l'espace, vers l'univers, vers d'autres existences. On pourrait dire peut-être donc que dans son évolution, dans un premier temps, il était davantage attaché au passé, à tout ce que cette région recèle dans son passé, et que dans les dernières années, il était davantage tourné vers l'avenir. J'entends par avenir aussi vers le ciel, vers ces présences qui viendraient de l'espace et de l'univers qui nous entoure. Je crois qu'à la fin de sa vie, il y a eu vraiment cette notion de trajectoire. D'ailleurs, il voulait longtemps intituler son livre « Une adolescence », il voulait insérer le mot trajectoire là-dedans. Si, la notion de passé persistait, mais cette notion de passé avait été projetée très très au-delà de ce qu'elle était au début. Elle rejoignait les balbutiements de l'humanité et cette trajectoire, ou bien se terminait, ou bien s'épanouissait vers l'espace, vers l'univers. Le temps est venu de l'agression délibérée contre l'homme. Une agression. Dans l'immédiat, la secrète occupation de plusieurs points du territoire et la soudaine apparition très discrète d'une civilisation différente, la nôtre. Peu nous importent les droits de l'homme. Nous revenons sur cette planète, bien décidés à y vivre, comme bon nous semble. Quelque chose se passe hors de l'histoire connue. La mise en place d'une civilisation venue, des astres à l'insu des humains. Quoique violemment opposé au christianisme, il aime à se recueillir dans l'église attenante à l'hospice. Si l'église lui fournit un asile temporaire, c'est dans l'anfractuosité de la roche, au fond des grottes, qu'il trouve son plus sûr abri, y faisant du thé, y brûlant de l'encens,
créant un art d'appel tourné vers l'espace. Les grottes font absolument partie du paysage du Périgord. Qu'est-ce qu'il trouvait là? Je crois qu'il trouvait une réplique du sanctuaire idéal, c'est-à-dire un lieu plein de mystères, un lieu dans lequel l'homme, depuis des millénaires, s'était avancé pour aller en direction du divin. Je crois que la grotte était pour lui cela. La grotte était véritablement un sanctuaire, et combien de fois dans les grottes n'a-t-il pas prié, n'a-t-il pas évoqué les esprits des lieux, n'a-t-il pas également brûlé de l'encens, puisque brûler de l'encens était pour lui une grande passion. Quand j'abandonne un livre, je ne me lasse pas de voir les vieux jardins, les murettes de pierre grise, ni d'écouter le joli murmure du ruisseau. À nouveau, je suis sensible au charme sauvage, gai, de la porte des combles et à celui des potagers. Pris entre le désespoir et la plénitude, c'est cependant sur la joie d'une rencontre que se termine le livre. Admis à l'hospice de Montignac en septembre 1971, c'est dans le grenier de cet établissement qu'il peint ses derniers tableaux. Je pense qu'il y a eu une période extrêmement féconde à Montignac, une production picturale extrêmement importante dans laquelle Augiras a projeté ses rêves immenses, ses rêves incroyablement audacieux, ses rêves de visionnaire pour bâtir la civilisation du XXIe siècle. A-t-il toujours pensé que ses rêves de visionnaire se réaliseraient ou a-t-il quelquefois désespéré de l'homme? Désespéré de l'homme, oui et non. Augiras était un aristocrate. Augiras, je pense, rêvait d'une civilisation de l'homme qui serait tout de même réservée à une minorité d'êtres privilégiés. Je pense que pour comprendre Augiras, il faut aussi comprendre que Augiras veut bien faire confiance à l'homme, mais non pas à tous les hommes, à quelques hommes privilégiés, quelques hommes doués de plus de sensibilité, de plus de raison. Toujours hospitalisé à Montignac, le 13 décembre 1971, il meurt à la suite d'un troisième infarctus. Il voulait une incinération sur une île de la Vézère, incinération avec des bois morts charriés par les crues, et il m'a toujours affirmé que de toute façon son corps n'avait aucune importance, seul comptait pour lui l'esprit et les aventures qui attendaient de nouveau Augiras dans une autre vie. Je crois en la survie de mon âme immortelle. Étant de religion non chrétienne, je souhaite que mon corps soit brûlé sur une île de la Vézère et mes cendres jetées au fil de l'eau. S'enracinant dans le passé le plus lointain, portant son regard bien au-delà de notre siècle, François Augiras est un écrivain dont l'œuvre reste l'une des plus singulières de notre époque. Très loin des préoccupations de nos contemporains, il répondit à l'appel intemporel de son double, qu'il perçut comme étant son âme éternelle. Il sentit en elle ce principe indestructible, dont il n'était qu'une incarnation dans le temps.